Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va s'attaquer à deux événements historiques de l'univers du continent qui font vraiment froid dans le dos. Et devinez ce qu'ils ont en commun? Eh bien, c'est cette idée de jouer avec le feu, ou plutôt avec la magie, et les catastrophes absolues qui suivent. C'est l'illusion du contrôle en fait. On pense maîtriser les choses et bam, tout nous pète à la figure. C'est exactement ce qu'on va voir en détail aujourd'hui. Alors, on pourrait se demander comment un vœu un peu, disons, désespéré, formulé en 1256, peut-il se retrouver lié à une usurpation d'identité mortelle 7 ans plus tard? Pour comprendre ça, il va falloir tirer le fil de l'histoire et regarder de plus près cette chaîne de causalité. C'est littéralement l'effet papillon. On a un pari ultra risqué pour retrouver la fertilité d'un côté et de l'autre, une identité tragiquement volée. Croyez-moi, la magie n'est jamais au grand jamais sans conséquences. Allez, jetons un œil à cette chronologie. On démarre en s'ancrant 7 ans après les fiançailles de Pavetta, en 1249. Ce qui nous propulse direct en 1256. C'est là que notre premier vrai dérapage se produit, avec le fameux djinn. Et le plus fou, c'est de voir comment ce moment sert de catalyseur vers les horreurs absolues de l'année 1263, avec le remplacement de Sakasuri. C'est fascinant de voir chaque date comme une tentative fatale de plier le destin. Section 1. Libérer le djinn. Tout commence par ce qui aurait dû être une simple partie de pêche pour le sorceleur Gérald de Rive et son copain barde, Jaskier. Sauf que voilà, il tombe par hasard sur un djinn et le libère sans faire exprès. Et là, c'est le chaos total. On parle d'une entité magique d'une puissance brute inouïe, ultra instable, bref, le genre de force de la nature qu'aucun mortel ne devrait même envisager d'asservir. Au début de l'histoire, on nous fait croire que c'est Jaskier, le maître du djinn. Et honnêtement, ça se tient, vu comment il s'empresse de hurler ses vœux dans tous les sens. Mais attendez, c'est là que ça devient super intéressant. Jaskier tombe soudainement très gravement malade, blessé par la créature. Et c'est à ce moment précis qu'une énorme tromperie magique commence à se révéler. L'arrogance de croire qu'on contrôle la situation, c'est toujours le premier pas vers le désastre. Section 2. Le dangereux pari de Yennefer. Gérald, en panique pour sauver son ami mourant, fonce voir le guérisseur le plus proche, l'elfe Sheridan. Et lui, avec une énorme réticence, ce qui en dit super long au passage, l'envoie vers l'une des rares personnes capables de gérer une magie aussi chaotique, la mage Yennefer de Vengerberg. Une experte, c'est sûr, mais dont les ambitions démesurées ne vont rien arranger. Ce qui est dingue ici, c'est la stratégie de manipulation complètement cachée de Yennefer, en 3 étapes. Oui, elle accepte de soigner le barde, mais son but ultime, exploiter cyniquement la situation. Elle veut capturer le djinn pour l'obliger à exaucer son propre vœu, un vœu profondément obsessionnel, retrouver sa fertilité perdue. C'est l'orgueil humain à son apogée. Penser qu'on peut mettre une tempête primordiale en boîte juste pour ses propres intérêts. Sauf que le plan parfait déraille d'une manière assez spectaculaire. Au moment où Jaskier essaye de lâcher son dernier vœu pour sauver la mise, il ne se passe absolument rien. Rien du tout. Et là, c'est la douche froide. La réalité leur frappe en plein visage. Gérald détenait les vœux depuis la toute première seconde. L'illusion s'effondre en un clin d'œil et tout le monde se retrouve complètement vulnérable face à ce cauchemar. Section 3. Le troisième vœu secret. Vu que Gérald est le vrai maître, la dynamique du pouvoir bascule instantanément. Le djinn réalise qu'il n'en a que faire de Jaskier, il est libre, il est prêt à tuer Yennefer pour son petit courant douce. Gérald, qui se retrouve au pied du mur, n'a pas d'autre choix que d'intervenir dans la précipitation la plus totale pour lui sauver la vie avec son tout dernier vœu. Alors là, la tension dramatique est à son comble. Sérieusement, imaginez la scène. Le djinn est en train de dévaster la ville entière et Gérald doit trouver la phrase exacte. Quel ordre spécifique capable de tordre la réalité elle-même a-t-il bien pu prononcer pour calmer la bête et sauver la mage en extremis? Eh bien, on n'en sait absolument rien. Les archives laissent ce point délibérément dans l'ombre. Le mystère est total. Suite au vœu, le djinn s'en va paisiblement, laissant Yennefer saine et sauve, mais complètement dans le flou sur les mots exacts qui ont assuré sa survie. C'est quand même la pire ironie de la magie. Ça vous sauve, mais le dénouement reste tout aussi opaque que le point de départ. Et le plus drôle dans tout ça, c'est le contraste énorme qui suit. On passe d'un danger de mort cataclysmique à un épuisement super banal. Le djinn a disparu, Yennefer exige furieusement de savoir ce que Gérald a souhaité, et lui, après avoir partagé un moment intime avec elle, le gars s'endort. Littéralement. Il vient d'utiliser un vœu qui altère la réalité et il pique un somme en ignorant complètement ses questions existentielles. Le chaos magique laisse juste la place à la fatigue. Section 4. Une identité volée. On fait un bond de 7 ans en avant pour voir comment cette soif de contrôle magique se manifeste en 1263. Et cette fois, ce n'est plus par inadvertance. C'est orchestré de sang-froid par un commandant du nom de Cahir. Une manipulation mortelle d'un tout autre genre. La méthode de Cahir est absolument glaçante. Il engage carrément un Doppler. C'est une créature magique capable d'usurper une identité avec une précision effrayante. La cible, le conseiller royal, Sakasuri. On transforme littéralement la nature d'un être en une arme d'infiltration indétectable.
C'est vicieux au possible. Et là où ça devient vraiment glauque, c'est la méthodologie brutale du Doppler. Oubliez les simples déguisements. Il copie la forme physique à la perfection, d'accord, mais il va jusqu'à voler tous les souvenirs profonds avant d'assassiner impitoyablement l'homme d'origine pour prendre définitivement sa place. La magie efface carrément l'individu pour ne laisser qu'un prédateur. Section 5. Le piège de Broquilon. Cette tromperie macabre, parfaitement exécutée, prépare le terrain pour une ironie tragique, qui s'apprête à frapper de plein fouet nos jeunes protagonistes en fuite, Ciri et Dara, sans qu'ils ne se doutent d'une seule seconde de ce qui les attend. Au début, tout semble aller pour le mieux. Dans le sanctuaire sacré de la forêt de Broquilon, la reine Ethnée donne à Ciri la permission exceptionnelle de rester. Ça offre une petite bulle réconfortante de sécurité absolue face aux horreurs de la guerre à l'extérieur. Mais comme on l'a vu ensemble aujourd'hui, dans ce monde, la sécurité n'est souvent qu'un prélude à la tempête. Et ce sanctuaire vole violemment en éclats quand le fameux Doppler débarque. Sous les traits parfaitement reproduits du vieux mentor adoré, Sakasuri, la créature utilise ce visage familier comme une arme redoutable. Avec toute la douceur de la victime, il demande tout simplement à Ciri et Dara de le suivre en dehors du refuge. Et ils lui font confiance, marchant droit vers leur perte. C'est là-dessus qu'on doit vraiment s'arrêter. Réfléchissez aux implications terrifiantes de ce piège. Si la magie peut transformer le réconfort d'un visage ami en un prédateur mortel, et si un acte censé vous sauver vous lie par un secret éternel, alors dans un monde régi par le chaos et cette constante illusion de contrôle, jusqu'où peut-on réellement faire confiance à ce que l'on voit ? Je vous laisse méditer là-dessus et à la prochaine.